Bonjour mesdames et messieurs, donc je vais vous présenter les actions qui sont actuellement en cours de mise en place au Japon pour évaluer les conséquences pour la santé des personnes qui ont été exposées aux retombées radioactives suite à l'accident de Fukushima. Alors quelles sont les informations dont nous avons absolument besoin pour évaluer les conséquences sanitaires d'un accident radiologique au sens large? Tout d'abord, il faut estimer les doses qui ont été reçues par les personnes exposées. Alors, ces estimations de doses, elles peuvent se faire soit à l'aide d'outils de modélisation. Didier Champion vous en a présenté certains. Ces outils de modélisation intègrent des données de mesure dans l'environnement et des données météorologiques notamment. Et puis, elles peuvent se faire, et idéalement devraient se faire, à l'aide de mesures qui sont réalisées chez les personnes exposées. Ces mesures, il s'agit de mesures de la rétention de la radioactivité, c'est-à-dire ce qui reste dans le corps de la personne, ou des mesures de l'élimination de la radioactivité, par exemple en réalisant des mesures urinaires. Une fois qu'on connaît les doses reçues, il faut également connaître quel était l'état de santé initial des populations dans les semaines ou juste avant l'accident. Alors ça peut se faire à l'aide de questionnaires de santé, et puis ça peut également se faire, être couplé à l'aide de la réalisation d'examens médicaux qui permettent de donner en quelque sorte un point zéro de l'état de santé de la population. Et puis ensuite, il faut suivre l'évolution de l'état de santé de ces populations pour évaluer l'impact sur le long cours. Et quand je parle sur le long cours, je parle en termes d'années, voire de décennies, l'impact de ces retombées radioactives sur la santé des populations. Alors, tout d'abord, il faut estimer les doses. Alors aujourd'hui, on a des estimations de doses qui reposent essentiellement sur des modélisations qui ont été faites par l'IRSN, mais également par d'autres organismes comme des organismes japonais. Ici, vous avez une exposition des doses qui seraient reçues par un enfant d'1 an. Alors pourquoi un enfant d'1 an ? On prend toujours le groupe de la population qui est le plus sensible aux effets de la radioactivité. Et là, ce sont les doses qui seraient reçues pendant la phase des rejets, c'est-à-dire du 11 mars au 26 mars 2011. Alors, qu'est-ce que montre cette carte? C'est que des doses pouvant dépasser une valeur de 10 millisieverts, alors je vous rappelle que le millisievert, c'est une unité de gestion du risque, c'est une unité qui nous permet de faire le lien entre exposition à la radioactivité et conséquences sanitaires. Les limites admissibles pour le public annuellement sont normalement de 1 millisievert par an, en dehors de toute situation accidentelle. Donc ici, jusqu'à une quarantaine de kilomètres au sud de la centrale, on pourrait avoir théoriquement des doses qui dépasseraient 10 millisieverts. Il faut néanmoins noter ici que nous nous mettons dans des conditions les plus défavorables possibles, c'est-à-dire qu'on considère un enfant d'1 an qui n'est pas protégé, c'est-à-dire qu'il est exposé 24 heures sur 24 aux retombées radioactives, ce qui n'était bien entendu pas le cas, puisque des enfants, les populations au sens large, ne se trouvaient pas 24 heures sur 24 à l'extérieur. L'estimation des doses a été également faite pour la première année qui suit l'accident. Vous avez probablement déjà vu ces cartes. L'IRSN, dès le 8 avril 2011, a publié la première carte de distribution des doses potentiellement reçues par la population. Ce que ces cartes montrent, c'est que des doses prévisionnelles inférieures à 100 millisieverts pourraient être enregistrées chez les personnes qui se trouvaient en dehors des zones évacuées. Alors, il faut quand même être très prudent dans ces estimations. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous n'avons une connaissance, une estimation des doses qui est due à l'irradiation externe, c'est-à-dire l'exposition au panache radioactif ou l'exposition aux dépôts radioactifs dans le sol. Par contre, Didier Champion l'a dit, il y a eu de nombreuses denrées alimentaires qui ont été contaminées et aujourd'hui, nous n'avons pas de connaissances précises quant à la consommation réelle de ces denrées alimentaires par les personnes exposées au Japon. Donc ces cartes n'intègrent pas ce qu'on appelle la dose interne due à la contamination par l'ingestion d'aliments contaminés. Et puis, il faut savoir également que cette valeur de 100 millisieverts est importante parce que les études épidémiologiques, donc les études au long cours, permettent de montrer un lien de cause à effet entre une exposition à la radioactivité et un effet sur la santé pour des doses supérieures à 100 millisieverts. En dessous de 100 millisieverts,
Nous n'avons pas de certitude, en tout cas les études épidémiologiques ne le démontrent pas formellement, qu'il y a lien de cause à effet entre l'exposition à la radioactivité et effet sur la santé. Alors, quelles sont les études épidémiologiques que les Japonais mettent en place pour évaluer les conséquences sanitaires? Il y a 4 grandes études épidémiologiques qui sont en cours de mise en place. La première consiste à évaluer la dose externe, et je dis bien externe, reçue par les personnes exposées dans la préfecture de Fukushima. La deuxième va consister à suivre l'état de santé des personnes qui ont été évacuées des zones les plus exposées. La troisième étude va consister à suivre les femmes enceintes qui se trouvaient dans les zones de retombées radioactives et bien entendu les enfants qui sont nés de ces femmes exposées au moment de leur grossesse. Et quatrième étude qui va consister à suivre l'apparition éventuelle de cancer de la thyroïde chez les enfants. Vous savez qu'un des grands enseignements de l'accident de Tchernobyl, on a assisté à partir de 5 ans après l'accident à une explosion des cancers de la thyroïde chez les enfants. Alors, quelles sont quelques données chiffrées sur les populations concernées par ces études? La première étude concerne toutes les personnes qui se trouvaient dans la préfecture de Fukushima au moment des rejets, c'est-à-dire un peu plus de 2 millions de personnes qui vont recevoir un questionnaire sur lesquels je vais vous donner quelques informations par la suite. Les personnes évacuées, environ 210 000 personnes vont être concernées par cette deuxième étude. Les femmes enceintes, les autorités japonaises évaluent à aujourd'hui environ 20 000 femmes qui se trouvaient enceintes au moment de l'accident ou qui ont déclaré une grossesse dans les mois qui ont suivi l'accident. Enfin, les enfants, 360 000 enfants sont concernés par cette étude. Alors 360 000 enfants, ce sont tous les enfants qui se trouvaient dans la préfecture de Fukushima au moment de l'accident, donc bien sûr dans les zones exposées, mais également dans les zones qui ont été les moins exposées. Alors, le gouvernement japonais met en place des études épidémiologiques qui vont durer une trentaine d'années, avec un budget très important, 78 milliards de yens, environ 720 millions d'euros sont consacrés à la réalisation de ces études épidémiologiques. Alors la première étude, quelques mots sur la première étude, qui consiste à envoyer à toutes les personnes qui se trouvaient dans la préfecture de Fukushima au moment des retombées radioactives, un questionnaire. Alors l'objectif de ce questionnaire, c'est de savoir où se trouvaient les personnes dans les jours qui ont suivi l'accident, et notamment pendant la phase des rejets entre le 11 et le 25 mars 2011, de savoir où elles se trouvaient, ce qu'elles faisaient heure par heure. Donc ici, les personnes sont invitées à indiquer où elles se trouvaient, si elles se trouvaient à leur domicile, si elles se trouvaient au bureau, si elles se trouvaient à l'école, etc. Et bien entendu, ce questionnaire qui fait une dizaine de pages, dont je pourrais vous montrer un exemplaire si vous le souhaitez, recueille des informations extrêmement précises sur les lieux où se trouvaient ces personnes, sachant qu'on connaît les niveaux d'exposition de ces lieux. Donc, en fonction des informations qui vont être recueillies dans ces questionnaires, un organisme japonais, le NIRS, a été chargé de développer un logiciel de calcul qui va permettre d'évaluer, il faut bien le dire, très grossièrement, la dose qui a été reçue par ces personnes qui habitaient la préfecture de Fukushima. Alors, pour aider ces personnes à remplir ce questionnaire, il faut savoir que l'envoi de ce questionnaire a démarré en octobre 2011 et va se poursuivre jusqu'en avril 2012, c'est-à-dire jusqu'à plus d'1 an après l'accident. Donc les personnes ne se souviennent pas forcément de ce qu'elles faisaient exactement au moment des retombées radioactives. Donc pour ça, la préfecture de Fukushima a distribué des dépliants dans lesquels sont expliqués jour par jour qu'est-ce qui se passait dans la centrale, quelles étaient les routes qui étaient coupées, quel temps il faisait, etc. Et puis pour aider les personnes à remplir ce questionnaire, il y a un DVD qui a été filmé. À gauche, vous avez un acteur japonais en fait, qui est très célèbre au Japon. C'est un humoriste japonais qui joue le rôle de la femme au foyer japonaise à qui il est demandé de remplir ce questionnaire. Et puis en face, vous avez le représentant de la préfecture de Fukushima qui explique comment il faut remplir ce questionnaire. Alors, le DVD est très peu diffusé en dehors du Japon. Par contre, vous pouvez retrouver très facilement les vidéos qui sont publiées sur YouTube. Et puis l'université médicale de Fukushima, qui est chargée du pilotage de ces études,
a également mis en place un centre d'appel auquel les personnes peuvent s'adresser en cas d'aide. Alors, quels sont les tout premiers résultats? Ce sont vraiment des résultats extrêmement préliminaires qui ne concernent qu'environ 1600 personnes. Il faut se remettre un peu en tête les chiffres. C'est 2 millions de personnes qui sont concernées par cette étude. Donc, des doses qui ont été calculées pour environ 1600 personnes, des localités parmi les plus exposées, Niamey, Itate ou Kawamata. Alors, ce que vous pouvez constater dans ces résultats très préliminaires, c'est que finalement, sur la base de ce questionnaire à l'aide de ce logiciel de calcul, pratiquement l'intégralité des personnes auraient reçu des doses inférieures à 1 ou 2 millisieverts, c'est-à-dire des doses très faibles. Et puis, une personne aurait reçu une dose d'environ 14,5 millisieverts. Alors ça, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Tout d'abord parce que ça ne concerne que 1600 personnes. Ça se base sur la déclaration sur les déclarations de personnes dont la mémoire peut être défaillante ou tout simplement qui ne se souviennent plus un an après ce qu'ils faisaient au moment voulu. Donc c'est une estimation qui est très grossière. L'objectif des autorités japonaises, c'est d'identifier les personnes qui auraient reçu des doses très importantes, y compris en dehors des zones contaminées. La deuxième étude, elle concerne les personnes évacuées, donc environ 210 000 personnes. Ces personnes vont bénéficier de la réalisation de bilans médicaux, de bilans biologiques et d'une évaluation de leur état psychologique après l'accident. Au travers d'un questionnaire également, vont être recueillies des informations sur leur style de vie, notamment leur consommation d'alcool, leur consommation de tabac ou leurs habitudes alimentaires. Ça permet de prendre en compte ce qu'on appelle les cofacteurs, c'est-à-dire les autres toxiques qui peuvent provoquer des maladies dans les années qui viennent. Et puis, un suivi psychologique particulier va être mis en place, est en cours de mise en place, sur 30 000 personnes des préfectures de Fukushima, Iwate et Miyagi. Ce suivi psychologique se poursuivra sur une dizaine d'années. Alors, l'objectif de ces études, c'est de disposer d'un point zéro sur la fréquence des cancers, des leucémies, des troubles psychologiques ou autres perturbations sur la santé, et de suivre l'évolution de ce point zéro au cours du temps, donc dans les années et décennies à venir. Troisième étude, c'est le suivi des femmes enceintes au moment de l'accident et des enfants qui sont nés de ces femmes. Alors, ces femmes vont recevoir ou ont reçu pour la plupart déjà un questionnaire. Les autorités japonaises estiment environ 20 000 femmes qui auraient déclaré une grossesse entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011. Alors, beaucoup de femmes qui étaient enceintes au moment de l'accident et qui se trouvaient dans la préfecture de Fukushima ont quitté la préfecture de Fukushima le plus rapidement possible. Donc, les autorités japonaises s'appuient également sur le concours de la Société japonaise de gynécologie. Dès qu'un gynécologue, quel que soit le lieu où il consulte au Japon, reçoit une femme dont on peut penser qu'elle lui dira qu'elle se trouvait dans la préfecture de Fukushima au moment de l'accident, ce gynécologue est invité à identifier cette femme de manière à ce qu'elle puisse renseigner le questionnaire et être suivie, ainsi que ses enfants. Donc le suivi de l'état de santé des enfants se poursuivra jusqu'à l'âge de 12 ans. Et l'objectif de cette étude, c'est de détecter l'apparition d'éventuelles anomalies génétiques ou congénitales chez les enfants nés de ces femmes exposées. Alors c'est une coïncidence de pur hasard. Il se trouve qu'en 2010, le ministère de l'Environnement japonais avait lancé une étude dont l'objectif est d'évaluer les conséquences d'une exposition à des agents chimiques ou physiques. Alors parmi les agents physiques, il y a la radioactivité, mais il n'y a pas que la radioactivité, sur environ 100 000 femmes en provenance de 12 régions du Japon. Alors, dès l'origine de cette étude mise en place en 2010, la préfecture de Fukushima était concernée par cette étude, et en août 2011, les autorités japonaises ont décidé d'intégrer dans cette étude 7 000 des femmes qui se trouvaient enceintes dans les régions les plus contaminées. Quatrième étude enfin, le suivi des enfants. Alors, je vais revenir un petit peu sur les doses qui ont été reçues. Cette fois, vous n'avez non plus des doses corps entier comme la première diapositive que je vous ai présentée. Ici, vous avez une modélisation des doses qui auraient été reçues par la thyroïde, toujours d'un enfant âgé d'1 an, donc le plus sensible
à la radioactivité pendant la période des rejets, donc du 11 mars au 26 mars 2011. Ce que montre cette carte, c'est que ces enfants, notamment jusqu'à une soixantaine de kilomètres au sud de la centrale, donc dans la région d'Iwaki, auraient pu recevoir des doses qui dépassent 50 millisieverts à la thyroïde, toujours en prenant comme hypothèse que la personne est exposée 24 heures sur 24 à la radioactivité, comme ça a été fait pour les estimations corps entier. Vous savez également qu'après l'accident de Tchernobyl, on a assisté à une explosion des cancers de la thyroïde à partir de 5 ans après l'accident. Ces cancers de la thyroïde étaient notamment dus à l'ingestion d'iode 131 par le lait. Alors, les consommations de lait au Japon sont différentes que celles qu'elles étaient en Ukraine ou en Russie au moment de l'accident de Tchernobyl. Néanmoins, on ne peut pas exclure que des pathologies thyroïdiennes apparaissent chez les enfants. Donc, il faut suivre ces pathologies. Et pour suivre les pathologies thyroïdiennes, il aurait fallu, vous allez voir que ce n'est pas perdu, mais il aurait fallu que les autorités japonaises adoptent une stratégie différente de celle qu'elles ont décidé d'adopter. Elles auraient dû, idéalement, réaliser des campagnes systématiques de mesure de la radioactivité dans la thyroïde de ces enfants. Ces campagnes de mesure de la radioactivité auraient dû être mises en place dans les premiers jours qui ont suivi les retombées radioactives, puisque vous savez qu'au contraire du césium-137, l'iode 131 disparaît rapidement de l'environnement. Au bout de 3 mois, on ne retrouve plus d'iode 131 dans l'environnement, et il disparaît bien entendu également de l'organisme. Une personne qui est exposée à de l'iode radioactive, si vous mesurez cette personne 6 mois après, qu'elle ait été exposée ou qu'elle n'ait pas été exposée à l'iode radioactive, le résultat est égal à 0. On ne mesurera pas d'iode radioactive chez cette personne. Et puis alors, il y a eu quelques campagnes de mesure qui ont été faites chez ces enfants, dont une qui a concerné environ 1 millier d'enfants, mais il ne suffit pas de s'intéresser uniquement aux enfants qui auraient été potentiellement exposés, en particulier dans les zones qui ont été évacuées, mais également s'intéresser à tous les autres enfants, y compris ceux qui se trouvaient dans les zones qui ont été non évacuées dans un premier temps. Aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il est trop tard pour évaluer l'exposition aux iodes radioactifs des enfants et d'ailleurs des adultes. Et donc, on ne peut pas se baser malheureusement sur le résultat de mesures de la radioactivité au niveau de la thyroïde pour faire des estimations de risque d'apparition du cancer. Donc, qu'est-ce qui est fait par les autorités japonaises? Eh bien, tous les enfants qui étaient présents dans la préfecture de Fukushima au moment de l'accident et qui sont nés jusqu'au 1er mars 2012 vont bénéficier d'une échographie thyroïdienne. Cette échographie thyroïdienne va permettre de disposer d'un point zéro, permettant de connaître la fréquence des troubles thyroïdiens observés chez ces enfants dans les premières semaines ou les premiers mois qui ont suivi l'accident, sachant qu'il est important de savoir qu'un problème thyroïdien dû à une exposition à la radioactivité met au moins 5 ans pour apparaître. Donc, des échographies thyroïdiennes réalisées dans les mois qui suivent l'accident vont donner un point zéro tel qu'il pouvait être avant l'accident. Et puis ensuite, il faut suivre ces enfants à partir d'avril 2014, donc au moment où les 360 000 enfants auront eu une échographie thyroïdienne éventuellement complétée d'analyse biologique. Un suivi thyroïdien va être mis en place. Les enfants subiront une échographie, bénéficieront d'une échographie tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à au-delà de l'âge de 20 ans. Et grâce à ce suivi, les autorités japonaises pourront détecter une éventuelle augmentation des cancers de la thyroïde et également, en cas de diagnostic de cancer de la thyroïde, traiter ce cancer de la thyroïde dès son diagnostic. Alors, pour terminer, quelle est la situation chez les travailleurs au Japon? Alors, chez les travailleurs au Japon, la situation est beaucoup plus compliquée, même si pour la population elle l'est, mais vous allez voir que pour les travailleurs, c'est encore plus compliqué, parce que nous avons des informations sur les doses qui auraient été reçues par les travailleurs, mais plus exactement, il s'agit de doses enregistrées par la société TEPCO. Alors ces doses, on a accès, vous avez ici le bilan qui est publié, le dernier bilan que TEPCO publie mensuellement sur son site internet. Donc là, c'est un bilan au 31 janvier 2012 qui concerne environ 20 000 travailleurs de la société TEPCO et
des sociétés sous-contractantes de TEPCO. Ce que vous pouvez observer sur cette diapositive, c'est que selon les déclarations de TEPCO, seuls 6 travailleurs auraient reçu une dose supérieure à 250 millisieverts, qui était la limite fixée pour ces travailleurs impliqués dans les opérations menées dans la centrale. Alors, c'est chez 6 travailleurs qui ont reçu des doses supérieures à 250 millisieverts, dont la dose maximale est de 680 millisieverts. Toujours selon TEPCO, 85% de cette dose serait due à l'inhalation d'iode 131, inhalation d'iode 131 qui s'est produite du fait notamment de l'absence de masque de protection dans les tout premiers jours qui ont suivi l'accident. Alors évidemment, ça c'est absolument impossible à vérifier en l'absence de mesures, et aujourd'hui nous n'avons pas de résultats de mesures, en tout cas pas de résultats publiquement disponibles de mesures d'iode 131 dans la thyroïde de ces travailleurs ou dans leurs urines. Nous avons également absolument aucune information ou des informations très parcellaires sur la façon dont ces doses ont été enregistrées ou calculées. Et notamment, on ne sait absolument pas comment les doses des travailleurs qui ne portaient pas de dosimètre dans les premiers jours ont été évaluées. Ça, nous n'avons pas d'informations. Et puis le troisième point, ici nous avons des informations, même si elles ne nous satisfaisent pas complètement, mais nous avons des informations qui sont délivrées par la société TEPCO. Nous n'avons aucune information sur les autres catégories de travailleurs qui ont été impliqués. Je parle notamment des pompiers, des policiers, des agents de la sécurité civile ou des employés municipaux qui ont également été exposés à de la radioactivité à proximité du site de la centrale nucléaire de Fukushima. Alors, quels sont aujourd'hui les effets qui ont été observés sur la santé de ces travailleurs? Alors là, aujourd'hui, là encore, très peu d'informations sont disponibles. Selon les autorités japonaises et toujours via le filtre de TEPCO, aucun effet déterministe. Alors un effet déterministe, c'est un effet qui est directement attribuable à une exposition à de fortes doses de radioactivité. Aucun effet déterministe n'aurait été observé à ce jour chez les travailleurs impliqués dans les opérations. Néanmoins, lorsqu'on discutait très récemment encore avec des médecins japonais avec qui nous avons l'habitude de collaborer, ces médecins japonais, dans les couloirs, nous disent qu'ils n'excluent pas l'apparition d'effets déterministes chez les travailleurs qui sont engagés dans les opérations dans les mois à venir, compte tenu de l'ampleur des opérations qui restent à mener, comme en a parlé Thierry Charles. En termes de décès, aujourd'hui, 6 décès sont officiellement déclarés chez les travailleurs. 2 décès, alors quand je parle de travailleurs, c'est toujours salariés TEPCO et sociétés sous-contractantes. Je ne parle pas des autres catégories de travailleurs puisque nous n'avons pas d'informations. 2 décès sont survenus le 11 mars 2011 et ceux-ci sont bien entendu une conséquence directe du tsunami et du tremblement de terre. 2 décès par arrêt cardiaque, l'un survenu en mai 2011, l'autre survenu en janvier 2012. Nous n'avons pas plus d'explications. Un arrêt cardiaque, ça peut être provoqué par beaucoup de causes. On ne connaît pas l'origine exacte de cet arrêt cardiaque. Un décès par leucémie aiguë, dont vous avez très probablement entendu parler, enregistré au mois d'août 2011. Alors là, par contre, on est sûr que ce décès ne peut pas être attribué à l'accident de Fukushima, puisque une exposition à la radioactivité peut être responsable de l'apparition d'une leucémie, mais dans les années qui suivent l'exposition et non pas dans un délai aussi court de quelques mois. Et puis, un décès observé en octobre 2011 chez un travailleur décédé d'un choc septique, c'est-à-dire en gros une infection généralisée, dont on peut très sérieusement s'interroger sur la cause. Ce n'est pas anodin de faire une infection généralisée. Lorsqu'une personne très âgée de plus de 80 ans est hospitalisée à l'hôpital pour une bronchite aiguë, elle peut effectivement décéder d'une septicémie. Chez un travailleur d'une quarantaine d'années, c'est beaucoup plus rare et on peut s'interroger sur le fait que ce travailleur aurait pu éventuellement avoir un syndrome hématologique dû à la radioactivité qui entraîne un effondrement des défenses immunitaires. Alors ça, bien sûr, c'est impossible de vérifier puisque nous n'avons pas d'informations précises sur les conditions de décès de ce travailleur. Donc, je répète, il est aujourd'hui extrêmement difficile d'obtenir des informations précises quant aux doses reçues par ces travailleurs et quant à leurs effets sur la santé. Alors néanmoins, tout n'est pas négatif. Ces travailleurs sont suivis et vont être
suivis. Donc il y a une base de données qui est en cours de mise en place qui va rassembler toutes les informations sur l'état de santé de ces travailleurs. Tous les travailleurs sont concernés, y compris ceux qui ne sont plus impliqués dans les opérations en cours à Fukushima. Tous les travailleurs vont bénéficier d'un examen médical de base qui consiste en des examens classiques, examens cliniques, des analyses biologiques et puis une évaluation de leur état psychologique. Et puis chez les travailleurs qui ont reçu des doses plus élevées, notamment ceux qui ont reçu des doses comprises entre 50 et 100 millisieverts, vont faire l'objet d'un suivi particulier pour détecter l'apparition éventuelle de cataractes, puisqu'on sait qu'une exposition à la radioactivité peut être responsable de l'apparition de cataractes dans les années et décennies après l'exposition. Et puis les travailleurs qui ont reçu plus de 100 millisieverts vont faire l'objet d'un suivi particulier pour détecter l'apparition de cancers, notamment cancers dont on sait qu'ils peuvent être liés à une exposition à la radioactivité, cancer du poumon, cancer du côlon ou encore cancer de l'estomac. Alors, d'après les autorités japonaises, on devrait disposer d'un premier bilan dans 3 ans et la nature du suivi médical mis en place chez les travailleurs pourrait être révisée, si nécessaire, en fonction de ces résultats. Alors, pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'évaluation des conséquences sanitaires de l'accident de Fukushima? Tout d'abord, les Japonais ont déploient des moyens qui sont considérables pour évaluer ces conséquences sanitaires, 4 études épidémiologiques d'une durée de 30 ans avec un budget de 78 milliards de yens. Donc là, on peut dire que les Japonais se sont donné les moyens d'évaluer les conséquences sanitaires de l'accident de Fukushima. La deuxième information importante, c'est comme vous l'avez vu sur les cartes de distribution des doses, aujourd'hui on estime que pour la plupart des personnes exposées, à l'exclusion des travailleurs, les doses qui ont été reçues seraient inférieures à 100 millisieverts. Donc il n'est pas sûr du tout que les études épidémiologiques qui sont en cours de mise en place puissent déceler un excès de risque attribuable à la radioactivité, puisque je vous l'ai dit, aujourd'hui, seules des études épidémiologiques pour des expositions supérieures à 100 millisieverts ont pu montrer un lien de cause à effet entre radioactivité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener ces études épidémiologiques, bien entendu, parce qu'elles sont nécessaires d'une part pour rassurer la population qui voudra savoir si elle a un problème de santé qui est lié à l'accident de Fukushima, et puis ces études vont également permettre d'acquérir des nouvelles connaissances sur les effets qu'on appelle faibles doses de radioactivité, donc inférieures à 100 millisieverts. Alors 2 regrets très importants tout de même. J'en ai parlé tout à l'heure, l'absence de mesures de la radioactivité chez les personnes exposées. On aurait vraiment souhaité disposer de résultats de mesures de l'iode dans la thyroïde ou de césium dans le corps entier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'iode, c'est trop tard, on ne pourra plus revenir en arrière. Pour le césium, ce n'est pas encore trop tard, on peut encore détecter du césium dans les personnes qui ont été exposées, mais il ne semble pas que les autorités japonaises aient la volonté de faire une campagne de dépistage massif. Donc ce sont les quelques observations malheureusement disponibles, quelques mesures disponibles qui devront être confrontées aux résultats du suivi sanitaire. Et puis enfin, deuxième point que je qualifierais de négatif, je viens d'en parler, c'est le déficit de connaissances sur les doses reçues par les travailleurs et sur les effets pour la santé des travailleurs. Alors ce déficit de connaissances, il est notamment dû à ce que j'ai mis entre guillemets ici le filtre TEPCO, c'est-à-dire qu'il est très difficile d'obtenir des informations, y compris lorsqu'on s'adresse à des médecins qu'on connaît. Lorsqu'on leur pose une question précise, ils nous répondent un TEPCO pour vous donner l'information. Et ça, c'est quand même très gênant. Je vous remercie.